objectif de cette vidéo, que tu aies toutes les informations dont tu aies besoin pour passer le baccalauréat l'année prochaine sur la pièce Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute. J'affiche à l'écran tout de suite les notes qu'ont mes élèves depuis ces dernières années, depuis les 4 ans désormais que je suis professeur. Tu peux le constater, les notes sont entre bonnes et excellentes. Si tu veux les mêmes notes, n'hésite pas à d'abord écouter la vidéo et si ça te plaît à cliquer dans le lien dans la description pour avoir un cours avec moi. Un petit mot sur l'autrice Nathalie Sarraute. Son nom de naissance c'est Natalia Ilinichna Tcherniak et elle est russe de naissance. Elle est née en 1900. Pile poil en 1900, elle est issue de la bourgeoisie moscovite, c'est-à-dire de Moscou, et d'une famille d'intellectuels juifs. Elle arrive en France à l'âge de 8 ans, elle écrit et parle en français, mais sa langue maternelle c'est le russe. Elle a étudié l'anglais et l'histoire à l'université d'Oxford. Elle a également fait des études d'histoire et de sociologie à Berlin, enfin des études de droit à Paris. C'est intéressant à noter notamment pour cette pièce, ces études de droit. Elle parle couramment français, russe, anglais, allemand. Elle lit Proust, Dostoïevski, Woolf et Kafka dans leurs langues respectives. C'est son époux qui tape les textes de Nathalie Sarraute et qui l'écoutera les lire à haute voix. Elle publie plusieurs romans qui sont d'abord refusés par des maisons d'édition et enfin, c'est son premier roman Tropisme, composé en 1932, qui est enfin accepté par De Noël en 1939. Il passe inaperçu auprès de la critique et des lecteurs. En 1941, à cause des lois juives, des lois anti-juives de la Seconde Guerre mondiale, Nathalie Sarraute est radiée du barreau. Et pour échapper aux persécutions antisémites, elle se réfugie avec ses filles en vallée de Chevreuse. Et elle doit se cacher sous un faux nom dans un village du Val d'Oise. Elle publie en 1983 son autobiographie qu'elle appelle Enfance. Le réalisateur en 1988, Jacques Doyon, propose une mise en scène pour un oui, pour un non. Résumé de la pièce. La pièce débute par une conversation apparemment anodine entre deux amis. Ils abordent un sujet qui semble a priori sans grande importance, mais qui révèle une tension sous-jacente. Un ami exprime son malaise envers une phrase que l'autre a prononcée quelque temps auparavant. Cette phrase était « c'est bien ça ». Et cette phrase, bien que banale, a été perçue comme condescendante et méprisante. Et à partir de cette phrase, la discussion se transforme en un débat sur le langage, sur les non-dits, sur les sous-entendus. Et les deux amis analysent et dissèquent chaque mot et chaque intonation de phrase. Le malentendu sur cette phrase mène à la remise en question de leur amitié. Ils explorent leurs ressentiments, leurs frustrations et les blessures accumulées au fil des années. La pièce se termine sans véritable résolution, en laissant le spectateur réfléchir sur les non-dits et les relations humaines. Je t'invite, avant de poursuivre le commentaire que je vais te proposer ici, à lire la pièce. Elle est extrêmement courte, elle fait, je pense, 30 pages, et elle est vraiment fine et subtile. Il y a plusieurs niveaux de lecture, mais tout en étant très entraînante. Donc je t'invite à la lire avant de commencer la suite. Parler avec l'autre nous fait entrer sur un terrain, une pente glissante. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on parle, on va rencontrer de nombreuses difficultés. Parfois, quand je veux exprimer quelque chose, je ne sais pas si j'ai les mots adéquats. Je ne sais pas si je vais pouvoir exprimer clairement ce que je veux dire. Des fois, les mots vont me manquer. Des fois, moi-même, je ne sais pas forcément ce que je veux expliquer. Et je suis en train de le chercher. Des fois, je sais ce que je veux expliquer, mais les mots ne me viennent pas. Et en face, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on ne comprend pas toujours ce que l'autre dit. Des fois, il ne sait pas ce qu'il veut dire. Des fois, il cherche ses mots. Quand il trouve ses mots, parfois, c'est pas clair pour nous. Et parfois, même si c'est extrêmement clair, c'est nous qui ne comprenons pas. Et parfois, si c'est aussi très clair, on peut aussi comprendre autre chose que ce qui a été dit au départ. Ainsi, les mots peuvent sortir de notre bouche, mais le sens, lui, est toujours en train de nous échapper. C'est-à-dire qu'on n'est jamais vraiment maître de ce que les autres pensent, et nous-mêmes, on n'est jamais vraiment maître de notre pensée. Nous ne sommes vraiment jamais certains du sens qu'il convient de donner à une formule, à un mot, à une phrase. Et on se sent parfois seul lorsqu'on ne peut pas exprimer clairement ce qu'on ressent parce que
on n'arrive pas à capter l'autre, à créer un lien avec lui, et cela crée une forme de solitude en nous. C'est ça qui est en jeu ici dans cette pièce, pour un oui, pour un non, puisqu'on a des personnages qui ont du mal à parler, qui ont du mal à discuter, et qui ont du mal à exprimer correctement ce qu'ils veulent exprimer. Et de fait, ils se sentent seuls. C'est pour ça que ce sont deux amis qui sentent qu'ils ne sont pas si proches que ça, précisément parce qu'ils ne peuvent pas exprimer ou ont mal exprimé le fond de leurs pensées. Pour un oui, pour un non, c'est la pièce considérée comme la plus aboutie de Nathalie Sarraute par la critique. Elle est une pièce radiophonique en 1981 dans une réalisation de René Farabee. Premièrement, on a d'abord dans la pièce des enjeux traditionnels qui sont mis de côté. Si par exemple on prend le roman du 19e siècle, donc dans le roman du 19e siècle, on a un héros très déterminé. Si je prends par exemple un roman de Balzac, on a un héros avec une identité civile. Ça veut dire qu'on sait qui il est, son nom, son prénom, et on sait quels sont ses objectifs dans la vie. Ici, c'est pas du tout le cas. Les personnages sont nommés par H1, H2, H3 et F. H1, H2, H3, évidemment, ça fait penser à des nombres. Donc tout de suite, on peut penser aussi au passé de l'autrice par rapport à la Seconde Guerre mondiale, où les Juifs avaient simplement des nombres dans les camps de concentration. Quand on vous donne un nombre à la place d'un nom, le nombre, c'est quelque chose d'objectif, d'indifférencié. C'est quelque chose qui fait que vous êtes un peu comme les autres. Vous êtes juste un nombre de plus. Vous êtes juste une statistique de plus. Un corps supplémentaire à abattre, à pourfendre, à tuer. Alors que si vous avez un prénom, alors vous avez une identité propre. Vous avez quelque chose qui vous caractérise et qui fait qu'on ne peut pas passer à côté de votre valeur de façon immédiate. D'ailleurs, pour ça que des étrangers, au départ, se présentent et donnent leur nom et échangent leur prénom parce que c'est ça qui nous caractérise et c'est ça qui fait qu'on va avoir une identité dans l'esprit de quelqu'un. Ah oui, cette personne-là, c'est Romain, c'est Jean. Ainsi, dans la pièce de Nathalie Sarraute, on a juste des numéros et on a des sexes, hommes, femmes. C'est une caractérisation minimale, on ne sait pas leur âge, on ne sait pas leur rôle, on ne sait pas forcément ce qu'ils font, on ne sait pas leur historique, social et économique. C'est pourquoi Nathalie Sarraute dit qu'il n'y a pas forcément dans ces pièces de personnages, mais plutôt des supports. L'anonymat de H1, H2, H3, ça crée un effet d'abord universalisant. Quand on a des personnages qui sont nommés H1, H2, H3, on peut peut-être plus facilement mettre son individualité à la place, nous voir ou voir des situations de la vie quotidienne qu'on a déjà constatées. Et aussi, ça crée un petit effet de décalage par rapport à des personnages. Et on a peut-être un peu moins de sentiments d'attachement par rapport à eux. Et ce qui va nous attacher, c'est vraiment justement leurs paroles. Le langage, ces erreurs de langage, c'est quelque chose qui justement peut faire qu'on méprend et on mécomprend l'autre. Et donc son identité. Et donc qui il est. Précisément parce qu'on n'a pas trouvé les bons mots. Donc forcément, c'est peut-être aussi pour ça que les personnages ne sont pas nommés. Parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver le bon mot pour exprimer leurs pensées, et donc leur individualité, et donc leur identité. Et enfin, troisième raison pour laquelle on a H1 et H2, c'est parce qu'en réalité, tour à tour dans la pièce, ils vont vraiment passer de bourreau et victime et inversement. Il va y avoir des glissements sans cesse dans la pièce, où en fait on va pas forcément, à un moment donné, on peut être perdu. On peut se dire, mais qui est en train de dire quoi ? Est-ce que c'est H1 ou c'est H2 ? Attendez, H1, qu'est-ce qui le caractérisait ? Et on ne sait plus ce qu'il caractérise. Ça crée un effet de décalage par rapport au lecteur qui se dit, lui il fait ça, il a ces caractéristiques-là. Et en fait, on est un peu brouillé dans la pièce. Et on est volontairement brouillé parce que les deux personnages sont dans la misère du langage. Sont dans ce que Nathalie Sarraute appelle la souricière du langage, c'est-à-dire ils sont tous les deux en train d'être dans une difficulté à exprimer leurs pensées. Et comme ils sont tous les deux dans la difficulté à exprimer leurs pensées, leur rôle s'interchange. À la fois, ils deviennent bourreaux, à la fois, ils deviennent victimes. À la fois, ils se critiquent et en même temps, ils essaient de se défendre. Et ça crée véritablement l'effet même d'effacement total. On n'a plus de personnages, on a des supports. Et ce qui s'est passé, c'est que Simone Ben Moussa, lorsqu'elle a mis en scène Pour un oui, pour un non, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a utilisé un seul acteur pour faire H1 et H2. Parce que justement, ils sont très connectés. Il y a à peine une différence de nombre et ils sont tous les deux des amis et représentent cette conscience qui en nous dit ça c'est pas bien ce que tu as fait, ça c'est mal ce que tu as fait. Et ça pourrait être en réalité un seul personnage qui pourrait être sur scène, c'est-à-dire nous-mêmes et notre difficulté à exprimer ce qu'on veut dire. Juste un petit exemple, en disant le nom des personnages. H1. Ah, nous y sommes, j'ai trouvé. Et toi ?
H2. Et moi quoi? Qu'est-ce que j'étais? H1, tu étais... H2, allons, dis-le, j'étais quoi? H1, tu étais jaloux. H2, ah nous y sommes, c'est vrai. C'est bien ce que tu voulais, c'est ce que tu cherchais, que je sois jaloux. Et tout est là, tout est là. Il te fallait que je le sois, et je ne l'étais pas. J'étais content pour toi, pour vous. Oui, mais pour vous seulement. Autre chose qui fait que l'intrigue n'est pas forcément traditionnelle, c'est justement la notion même d'intrigue. Au théâtre, en littérature, l'intrigue c'est on part d'un point A et puis on arrive à un point B. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est face à un problème et ce problème on l'identifie et soit il y a une issue heureuse par rapport au problème, soit il y a une issue malheureuse par rapport au problème. Exemple, dans le Cid, Don Rodrigue veut épouser Chimène, il ne peut pas parce qu'elle est la fille d'un roi qui est concurrent à son père, mais finalement, il a montré sa valeur, son courage, et il parvient à épouser Chimène. Et si vous regardez, il y a beaucoup de récits qui reposent sur ce principe avec un problème et que le personnage essaie de résoudre. Et si c'est une tragédie, il ne parvient pas à le résoudre. Si c'est une comédie, il parvient en général à le résoudre. Ici, dans l'intrigue, il y a un petit problème parce que c'est pas une intrigue traditionnelle. D'abord, le fait que les personnages ne s'entendent pas, on dit c'est parce que à un moment donné, on comprend au milieu de la pièce. La raison, en fait, c'est qu'au milieu de la pièce, on comprend la raison pour laquelle ils ne s'entendent pas. C'est à cause d'une mauvaise prononciation de c'est bien ça. C'est bien ça. Au moment où la pièce continue, en réalité, on comprend que les personnages ont d'autres choses à chaque fois à se reprocher. La rupture, le bonheur, le fait d'être un raté, l'escalade. Et à chaque fois, on est en train de changer d'objet de querelle. Et à la fin, il n'y a pas forcément de dénouement, il n'y a pas forcément de résolution, pas forcément d'issue où le problème a été résolu. Au contraire, ça se termine sur un silence. Et on pourrait tout à fait imaginer que la pièce, en réalité, là, elle ne fait que presque que commencer. S'il n'y a pas d'intrigue, cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension dramatique. Au contraire, il y a énormément de retournements de situation où on se dit « Ah, en fait, c'est ça l'objet de la dispute. » En fait, non, c'est pas celui-là. Et les personnages qui se répondent avec des attaques et puis des défenses plus ou moins ingénieuses. On a vraiment aussi, par contre, la notion de suspense qui est présente dans la pièce, même s'il n'y a pas forcément d'intrigue au sens propre. Alors, on a vu en quoi la pièce n'avait pas forcément des éléments traditionnels et joue un peu avec les éléments traditionnels. On va voir en quoi la pièce est une dispute et elle va vraiment explorer tous les aspects, toutes les facettes de ce que c'est qu'une dispute. D'abord, on a ici deux amis. Donc on va explorer dans cette pièce en réalité la violence de l'amitié. Alors les amis, c'est les personnes qui ont la plus de chances de disputer. Pourquoi ? Parce que quand on est amis, on passe du temps avec l'autre personne. Et il y a forcément un moment où quand on passe du temps avec quelqu'un, on risque d'avoir un accrochage parce qu'on n'a pas les mêmes pensées, les mêmes réflexions, les mêmes envies, les mêmes besoins au même moment. Et ça va créer forcément au moins une tension, visible ou invisible d'ailleurs. Ici dans la pièce, les tensions sont à la fois visibles et invisibles, mais la tension peut être visible ou invisible. Alors c'est une pièce sur l'amitié parce que les personnages se prennent, je cite, comme un ami sûr, un ami de toujours, un vrai copain, mais on sent qu'il y a une hostilité qui est toujours présente, hostilité qui est sans doute liée à la difficulté du langage et de la dispute. Toute la pièce se construit comme un combat qui tient du conflit à mort, et ça c'est presque une composante tragique, où on est toujours en train de s'envoyer une riposte. L'amitié, c'est une réflexion sur la rivalité. C'est quoi la rivalité ? C'est en fait le fait de désirer la même chose que quelqu'un, mais de ne pas avoir les mêmes moyens et les mêmes méthodes pour parvenir à cela. C'est le principe d'un rival. Un rival, c'est quelqu'un qui a le même objectif que nous, par exemple en course à pied. Notre rival veut aussi gagner la course, mais il n'a pas la même méthode d'entraînement, il n'a pas les mêmes chaussures, il n'a pas le même t-shirt, il n'a pas la même mentalité, il n'a pas le même corps, le même physique, mais il veut le même objectif et ça va créer une tension qui est le principe même de la rivalité. Tous les deux veulent être reconnus, tous les deux veulent être aimés, mais pas forcément de la même manière, et c'est ça qui crée la tension dans ce couple. La notion de couple, bien entendu, est très importante au théâtre, parce que c'est le couple qui permet la discute, puisque précisément, on n'est jamais forcément en accord parfait avec quelqu'un, et dans de nombreuses pièces, on retrouve cette dimension tragique, cette dimension de combat, d'intrigue, avec justement ce couple qui se battent, et qui se battent cette fois-ci avec les mots. Enfin, il y a cette notion d'amitié. La notion d'amitié est très corrélée aussi à la notion d'amour, et les deux personnages sont des personnages qui ont beaucoup d'amour propre, et qui veulent de la reconnaissance de l'autre. Alors c'est quoi l'amour propre ? Là, il faut revenir à Rousseau. Rousseau fait une distinction très simple entre l'amour propre et l'amour de soi. C'est quoi la différence entre l'amour propre et l'amour de soi ? L'amour propre, c'est quand on aime le reflet et l'image qu'on a que les autres nous renvoient. Exemple, j'aime le fait que je sois reconnu comme beau par des gens.
Alors que l'amour de soi, c'est l'amour qu'on a pour nous-mêmes en dépit de ce que les autres peuvent penser. Moi, j'aime bien le côté inhabituel de ma personnalité, par exemple, que certaines personnes peuvent ne pas apprécier. Donc j'ai de l'amour de moi-même pour des choses que les autres n'aiment pas forcément. Et l'amour propre, c'est quand justement on aime le fait que les autres aiment des choses chez nous. Et les deux personnages sont vraiment en recherche d'amour propre. Je cite, c'est bien ce que tu voulais, c'est ce que tu cherchais, que je sois jaloux. Et tout est là, il te fallait que je le sois. Et je ne l'étais pas. À un moment donné, H1 propose à H2 de faire une série de conférences. H2 refuse et lui dit « Tu sais très bien pourquoi je refuse, parce que je n'ai pas besoin de ça. » Mais il montre quand même son attachement à cette série de conférences et H1 ne comprend pas pourquoi il ne les lui a pas acceptées, il ne l'a pas donné. Donc finalement, lui aussi, en refusant cette proposition, il refuse un peu une part d'amour qu'il aurait pour lui. Également, la dispute, en général, c'est un exercice philosophique. C'est-à-dire que la dispute, c'est pas juste montrer qui est le plus fort au départ. En philosophie, la dispute, c'est l'objectif au sens de la disputatio, c'est de trouver la vérité. C'est-à-dire qu'on va débattre, on va mettre des arguments sur la table pour pouvoir montrer, trouver qui a la vérité. Un peu comme dans Platon, qui fait les dialogues de Platon, c'est le principe des dialogues de Platon. On va avoir justement Socrate qui va discuter des thèses, du sens des mots, à plat, pour vérifier est-ce que ça correspond bien à ce qu'on veut dire. Prenons un exemple, qu'est-ce que c'est que la justice pour toi? Comment est-ce que tu peux définir la justice? Et ensuite, en fonction de la définition que tu donnes, on voit si c'est une définition qui correspond à ce que c'est réellement que la justice. Et ici, cet exercice philosophique, il est fait, mais d'une autre façon, de façon un peu détournée, puisque les personnages, au contraire, arrivent toujours dans une impasse. Ils n'arrivent jamais vraiment à expliciter, à clarifier leur position. Ils sont toujours en train de chercher un mot, et c'est un peu une parodie ici d'une véritable dispute philosophique. Ici, c'est plutôt au contraire une volonté de domination à laquelle on a affaire. Pour donner une image, dans la pièce, c'est plutôt un débat télévisé, de politique notamment, où les deux candidats veulent montrer à l'autre qu'ils ont raison. Et l'objectif, c'est de paraître plus beau, plus fort que l'autre. Alors que dans un débat véritablement philosophique, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est au contraire de ne pas avoir raison. L'objectif, c'est de trouver la vérité, que j'ai raison ou que j'ai tort. Et pour imposer leur point de vue, leur volonté d'être aimé, ils vont avoir affaire à une nouvelle forme d'éloquence. Alors l'éloquence, c'est vraiment le fait de savoir bien parler, c'est l'art de montrer qu'on a raison. Et l'éloquence, ici, elle est un peu détournée. Elle est un peu détournée de ces codes traditionnels par Nathalie Sarraute. On n'a pas forcément de connecteur logique, par exemple. Je vous donne un argument, voilà pourquoi. J'explique cela, voici pourquoi, voici mes raisons. Non, ici, on est vraiment dans une lutte avec beaucoup plus de sentiments, de tentatives de persuasion. Pourquoi ? Parce que l'orateur ne maîtrise jamais ce qu'il dit. C'est le principe de cette pièce, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut dire. Donc dès qu'on essaie de mettre en place des effets rhétoriques, dès qu'on essaie d'appuyer sur certains points, en réalité le langage nous déçoit et en plus l'autre trouve toujours quelque chose à redire. Et on est vraiment dans cette métaphore des sables mouvants où il cessait de dire quelque chose mais continue de s'enfoncer et ont du mal à maîtriser la parole comme un orateur qui aurait la maîtrise vraiment de son discours. Ici, on est plutôt dans une forme d'éloquence qui serait beaucoup plus sournoise, retorde et qui elle-même aurait du mal à avoir tout l'effet rhétorique qu'elle souhaite posséder. Exemple H1. Là, tu as raison, il n'y a aucune chance que je t'y trouve. H2, non, ni là, ni ailleurs. Ce n'est inscrit nulle part. H1, un bonheur sans raison. H2, ni sans nom, ni avec nom, pas un bonheur du tout. H1, alors quoi ? Alors rien qui s'appelle le bonheur. Les personnages sont à l'affût, ils passent la langue au microscope, ils cherchent vraiment le mot juste. Il y a un terme tout près qu'il aurait fallu employer, H2, à lequel ? H1, eh bien c'est le mot condescendance. On a bien ici une réflexion des personnages sur quel mot convient d'employer et qui mettent à plat leur stratégie rhétorique. Ils sont en train d'essayer de réfléchir parce que les mots peuvent justement faire mal et ils essaient parfois de ne pas trop se blesser. On a presque affaire à des mots personnages, c'est-à-dire que les personnages sont des supports et les mots deviennent des personnages. Je prends un exemple. H2, eh bien c'est juste des mots. H1, des mots entre nous. Ne me dis pas qu'on a eu des mots, ce n'est pas possible. Je m'en serais souvenu. H2, non, pas des mots comme ça, d'autres mots. Pas ceux dont on dit qu'on les a eus, des mots qu'on n'a pas eus, justement.
On ne sait pas comment ils nous viennent. Les mots sont donc tantôt des pièges, des incitations, des continuations, des appels, des refus, des barrières. Les mots ont vraiment un sens pluriel, polysémique, qui peuvent signifier énormément de choses. Et le langage est une véritable action. À chaque fois qu'on dit un mot, ça a des conséquences dans le monde et ça crée des sentiments, ça crée des réactions dans le monde. Et donc les mots ne sont pas anodins, ils ont un véritable pouvoir sur nous. Et les personnages, justement, ne veulent pas être emprisonnés dans les significations et le sens des mots. À chaque fois, ils veulent en sortir. Je prends un exemple. Un bonheur sans nom, ni avec nom. Pas un bonheur du tout. Alors quoi? Alors rien qui s'appelle le bonheur. Ici, ça signifie que quand on met un nom sur quelque chose, on arrête, on définit. Définir, c'est arrêter, c'est limiter. Finesse en latin signifie la limite, la frontière, la barrière. Donc dès qu'on met un mot, on est en train de catégoriser. On est déjà en train de découper la réalité, on est en train de lui donner un sens. Et peut-être que, justement, en refusant certains mots, ou en cherchant d'autres significations, on peut trouver d'autres sens, d'autres réalités qui se cacheraient. C'est pour ça qu'il parle d'un bonheur sans nom. Parce que nommer le bonheur, dire je suis heureux, c'est déjà être en décalage avec le bonheur. Alors peut-être que l'expérimenter simplement, ou trouver un autre nom, ça pourrait être une façon de profiter plus de moments de bonheur. Juste à côté des mots, il y a la ponctuation. La ponctuation ici, elle est très, très importante dans cet ouvrage, puisque chaque fois qu'un personnage a une phrase, il utilise 3 points de suspension à la fin. Il y a toujours 3 points de suspension. Voilà, je vous présente, je vous en prie, cela ne vous prendra pas longtemps, il y a entre nous un différent. Donc il y a toujours des points de suspension. Et en réalité, dans cette pièce, les points sont utilisés. Les points simples sont utilisés, mais presque comme des points de suspension. Il y a un usage quasiment inverse. De temps en temps, il utilise des points simples. Exemple. Oh, 3 points de suspension. Pas la peine de chercher plus loin. 3 points de suspension. Quand je vais faire un long silence, ce sera 3 points de suspension. Et quand je vais faire rapidement, ça va être avec un point normal. On en trouve partout. Tiens, ici, tout près, mes voisins, des gens très serviables, des gens très bien, intègres, solides, plein de bon sens. Je vais les appeler. On a une inversion de ce qu'on aurait d'habitude et on utilise des points de suspension parfois pour des points simples. Si je lis comme on aurait pu le lire normalement, ça aurait été « Oh, pas la peine de chercher bien loin, on en trouve partout. Tiens, ici tout près, mes voisins, des gens très serviables, des gens très bien, tout à fait de ceux qu'on choisit pour les jurys, intègres, solides, plein de bon sens. » Ça aurait fait plus sens, peut-être éventuellement, de le dire comme ça. On a aussi l'usage de guillemets. L'usage de guillemets qui se voit uniquement à la lecture, mais aussi à la sonorité de la voix, qui insiste vraiment sur le fait que les personnages sont vraiment en train de procéder à une recherche des mots et de la langue. On peut dire ainsi que les points de suspension sont comme des points de départ, c'est-à-dire des tentatives de se raccrocher au sens, comme si en fait on laissait le sens s'échapper. Je vois, peut-être bien, et on donne des opportunités à l'autre de compléter, de clarifier ce sens, et à nous-mêmes aussi des opportunités de compléter, de clarifier ce sens qu'on est en train de chercher. Bien sûr, cela ouvre sur la notion de silence. Qu'est-ce que c'est que le silence? Le silence, c'est quelque chose qui est chargé de sens. Ça veut dire que lorsqu'on fait silence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se jouent. Quand on est en train de faire silence, ça veut dire qu'on est déjà en train de signifier quelque chose. On est déjà en train de se battre, d'avoir une forme de conviction lorsqu'on fait silence. C'est comme l'adolescent qui fait silence par rapport à ses parents. Il est en train de signifier quelque chose, il veut montrer qu'il est contre ses parents, sans dire un mot. Et le silence, on voit bien qu'il montre quelque chose, qu'il signifie quelque chose. Il n'y a pas d'ailleurs de silence pur, ça n'existe pas, ce n'est pas possible d'avoir un silence total et absolu, parce que même si, imaginons que vous étiez dans une pièce où il y aurait un silence total, qui n'aurait aucune signification, qui ne ferait rien, un silence absolu, une pièce dans laquelle il n'y a aucun écho, il n'y a rien, vous entendrez toujours vos battements de cœur, vous entendrez toujours quelque chose. Donc il y aura toujours du sens, il y aura toujours quelque chose qu'on pourra interpréter. Et ça, il y a quelque chose toujours qu'on peut interpréter, c'est le mystère de la langue. C'est-à-dire que dans le langage, il y a toujours des choses qui sont mystérieuses, qui nous sont inconnues. Et la pièce joue autour de ce mystère indéchiffrable. Il y a un aspect comique à la pièce, qui est
antagoniste avec cette notion de dispute. Et le comique, il est toujours là. Incertain, mais il est toujours là. Une certaine Elisabeth Chailloux, en 1993, décide de faire représenter pour un oui, pour un non, avec une mise en scène dans le style clown, où les personnages sont habillés d'un frat, portent un nez rouge et leur diction évoque celle d'un clown. Et ça montre le potentiel comique de la pièce, finalement, où les personnages, parce qu'ils ne savent pas parler, sont un peu ridicules, parce qu'ils ne sont pas dans la maîtrise. Et c'est ce décalage qui nous fait rire. Bien sûr, dans ce rire, il y a toujours une forme de tragique, parce que à la fin, ça se termine sur un silence qui est assez pesant, assez lourd, et ce qui montre que la pièce, elle est aussi en train de jouer sur la multiplicité. À chaque fois, un auteur, il joue sur les multiplicités, c'est-à-dire qu'il joue sur les deux côtés des choses. Vous avez jamais blanc ou noir, vous êtes toujours gris. C'est-à-dire que la pièce, elle montre un aspect tragique avec les personnages qui n'arrivent pas à se comprendre, mais en même temps, justement, parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, ça crée une forme de douceur entre eux, une forme de gentillesse, parce que finalement, ils essaient quand même finalement de faire un pas les uns vers les autres et deviennent très tendres aux yeux du lecteur à cet égard. Enfin, un dernier enjeu, c'est l'enjeu de la justice. Les personnages sont donc en train de s'accuser, notamment l'un accuse l'autre en disant qu'il a eu un ton un peu spécial. Et on fait venir des gens pour vérifier si est-ce que la façon dont il s'est adressé à l'autre, c'est bien de façon raisonnable ou non. Et on a affaire à un moment donné dans la pièce à un véritable tribunal de la parole, avec à un moment donné les personnages F et H3 qui statuent à la réplique de 195. Eh bien, je trouve ça gentil, en lui demandant est-ce que cette situation était une situation condescendante, oui ou non. On a un champ lexical judiciaire extrêmement grand et qui place dans le domaine de la lutte, de la dispute, cet espace de la pièce. On a véritablement affaire à presque un procès d'intention où on fait une enquête sur quelqu'un. On m'avait dit de toi, vous savez, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il paraît très amical, affectueux, et puis paf, pour un oui, pour un non, on ne le revoit plus. Le langage est piégeant. On est en train de se renvoyer systématiquement une balle, et quand bien même on dit les choses entre guillemets en toute innocence, fermez les guillemets, c'est bien l'autre personnage qui dit à lui-même mais voyons, ne joue pas l'innocent, même l'innocence peut être remise en cause. Enfin, j'aimerais expliquer la dernière notion qui est la notion clé de l'œuvre de Nathalie Sarraute, c'est ce qu'elle appelle le tropisme. Alors c'est quoi le tropisme? Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes ses pièces, donc pour un oui, pour un non, ne fait pas exception. Alors c'est quoi le tropisme? La définition de tropisme selon Nathalie Sarraute, la voici. Des mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience. J'admets que c'était pas très clair, mais voilà, j'espère une définition qui pourra vous éclairer. Les plantes se tournent vers la lumière. C'est une réaction automatique et instinctive pour chercher la lumière nécessaire à leur survie. Les racines poussent vers le bas en réponse à la gravité et les tiges poussent vers le haut. Donc, dès qu'on a un stimulus, c'est-à-dire un élément de l'environnement, qui va arriver, qui va se produire, qui va toucher la plante, elle va se tourner vers lui pour obtenir du soleil. C'est pareil pour les êtres humains. Sauf que nous, c'est pas la lumière qui va créer ça chez nous, c'est une parole, un geste ou une situation. Les tropismes, ce sont des réactions intérieures, des mouvements intérieurs, quasi instinctifs, involontaires, que les individus éprouvent face aux stimuli extérieurs. Ils se situent en deçà de la conscience et du langage articulé. Ce sont comme des impressions, des sentiments, des pensées fugaces qui surgissent en nous sans que nous les verbalisions toujours clairement. Ils sont 3 caractéristiques des tropismes subtils. Ils passent souvent inaperçus, ils sont éphémères, c'est passager, c'est immédiat, et 3, ils sont profonds, ils révèlent des aspects de notre pensée, de nos valeurs. Un exemple d'un tropisme, ça serait un compliment ambigu. Quelqu'un vous donne un compliment, stimulus, ça a une réaction en vous parce que vous vous dites « Est-ce que je mérite ce compliment ?» Ça provoque en vous une réaction intérieure complexe. C'est un mélange à la fois de plaisir mais de méfiance. Et ça, ce mélange de plaisir et de méfiance, vous ne savez pas trop comment réagir, pas trop comment explorer votre pensée, exprimer vos mots, c'est ça, ce serait ça un tropisme. Ou bien un souvenir qui surgit, un son avec une odeur, une image, fait surgir en vous un souvenir, une émotion inattendue, et c'est une réaction intérieure qui peut être appelée un tropisme. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, à ajouter également tes analyses de la pièce pour aider les autres élèves qui passent le baccalauréat cette année. Je vous souhaite un bon courage pour le baccalauréat, et si tu veux des cours personnels avec moi, que je corrige tes copies et que je t'emmène de 7 à 17 en français ou en philosophie, n'hésite pas, tu peux cliquer dans le lien dans la description. Je te dis à très bientôt.